Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai mis en ligne sur YouTube la piste audio que j'avais fait pour un podcast en fait sur SoundCloud pour une présentation que j'avais postée il y a 2 mois et finalement je me rabats sur YouTube étant donné que j'ai découvert qu'il fallait payer si au-delà d'un certain nombre d'heures de contenu. Euh, voilà, payer, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément parce que je sais même pas si je vais poursuivre sur ce format-là. Je pense que oui, mais c'est pas sûr à 100%. Donc je vous mettrai un lien vers la vidéo de présentation en question pour ceux qui me connaissent pas. Pour pas avoir à tout redire ici, c'est pas l'objet de ce podcast. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un point lecture. Donc je vais vous parler de 3 livres et d'une bande dessinée. Donc le premier livre, c'est La dernière licorne de Toby Roland, que j'ai eu la chance de pouvoir lire dans le cadre d'une édition de Messe Critique avec Babelio et grâce donc aux éditions Presse de la Cité. Il s'agit d'un thriller ésotérique dans lequel on va partir sur les traces de l'Arche de Noé. Donc en fait, on va avoir plusieurs groupes, deux groupes principaux, on va dire, un groupe de méchants, un groupe de gentils, pour bien caricaturer le tout, qui vont tous rechercher des éléments en lien avec l'Arche de Noé. Ça peut être des morceaux de bois qui sont directement issus de l'arche en question. Ça peut être des écrits qui vont se retrouver cachés en fait dans une pièce fermée à beaucoup de monde au Vatican. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a rassemblé tous ces éléments, on peut élucider le mystère de l'Arche de Noé. On va faire la connaissance du personnage de Zach Ikabi, qui est lui-même en fait à la recherche de cette arche, et qui pour ce faire va rencontrer une certaine Cécile Serval, à qui on a demandé d'établir un rapport sur les glaces du mont Ararat, mont sur lequel l'Arche de Noé se serait posée. Je ne sais pas si poser est le terme adéquat, mais ça correspondrait bien. Le souci, c'est que Zach croit mordicus à cette arche, alors que Cécile n'y croit pas, et pour y croire, en bonne scientifique qu'elle est, elle a besoin de preuves. Et au final, elle va se retrouver totalement embarquée dans cette aventure parce que y a des méchants qui sont après eux, donc dont le chef de file s'appelle Cortés, qui n'est pas son vrai nom, ça on le sait très rapidement. Donc elle n'a pas d'autre choix que de fuir avec lui, même si elle n'y croit pas. Alors c'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Déjà pour commencer, ça m'a permis de découvrir l'histoire de l'Arche de Noé, parce qu'en fait tout ce que j'en connaissais pour ma part, c'était les images qu'on peut voir avec une espèce de bateau, avec des girafes, des éléphants, des lions, que sais-je encore, au moment du déluge. J'en savais pas plus, donc ça c'était plutôt bien c'était vraiment sympa de découvrir des choses autour de Smith, tout ce qui peut s'y rapporter. Le livre se lit vraiment très bien, vraiment c'est un plaisir de lire, il n'y a pas de temps mort. Alors j'ai trouvé qu'au milieu, vraiment vers le milieu, ça commençait un petit peu à s'essouffler parce que on a un schéma assez répétitif au final, où les personnages principaux vont se retrouver à se réfugier chez des amis. Finalement, ils vont être rattrapés par une bande de tueurs assoiffés de sang, je crois qu'on peut le dire, et donc ils vont devoir fuir. Et au bout d'un moment, c'est vrai que c'était assez lassant. On rajoute par-dessus ça le fait que Cécile était très dubitative en fait face à ce que pouvait lui dire Zach. Au moment, ça devenait vraiment lassant. Et puis très rapidement, l'auteur s'est dirigé vers un autre, pas un autre style, mais une autre façon de voir les choses.
Et en fait, ils vont aller directement vers le mont Ararat, donc ça va tout changer puisque là, on va être euh, plus dans l'action, même si on y était déjà un petit peu, mais on était quand même beaucoup dans la théorie. Là, on sera toujours un petit peu dans la théorie, mais un petit peu moins quand même. Alors le personnage de Zach, si on commence à faire le point sur les personnages, il est assez mystérieux en fait. On a du mal à faire le point, à savoir un petit peu s'il dit la vérité, s'il est vraiment qui il prétend être. C'est vraiment sur la fin qu'on va le savoir. Mais vraiment tout au long du livre, l'auteur dissémine plein d'éléments comme ça qui nous font douter, qui font aussi douter Cécile sur qui il est réellement. Est-ce que il est vraiment la personne bienveillante qu'il prétend être? Pour ce qui est de Cécile, alors je pense que ça peut être un personnage qui peut être assez fatigant pour certaines personnes. Euh, pour ma part, j'avoue que ça m'a pas dérangé du tout parce que en fait c'est un personnage qui, je le disais plus haut, qui a besoin de preuves pour croire aux théories qu'on lui soumet. Et ben, je suis un petit peu comme ça aussi, moi. Si j'ai pas une preuve concrète qui me dit que c'est ça, ben j'y croirais pas mordicus. Pour autant, ça veut pas dire que j'écarte totalement cette possibilité-là, mais j'y crois pas absolument. Du coup, c'est vrai que c'était, je la comprenais tout à fait, et personnellement, c'était pas du tout un problème en ce qui me concerne, mais je peux tout à fait imaginer que pour des personnes qui n'ont pas du tout un esprit scientifique, ça puisse être lassant de l'entendre sans arrêt remettre tout en cause de ce que dit Zach. On a aussi les personnages du côté des tueurs en fait, sachant qu'on n'est quand même pas en reste de ce côté-là, avec notamment le chef qui est Cortés. Alors, j'avais pas deviné qui était le personnage en fait de Cortés, même si en fait on nous le dit très rapidement. Mais j'ai pas fait attention du tout, je l'ai compris que sur la fin, alors que l'auteur nous avait donné une piste, enfin c'est même pas une piste, hein, c'est clairement la réponse plusieurs pages auparavant, et voilà, grosse inattention de ma part. Mais en tout cas, du côté des méchants, on peut dire que ils ont pas de pitié, hein. Quand il faut tuer, ils tuent et ça peut être un beau bas de sang. Au niveau de l'énigme en tant que telle, j'ai eu du mal sur la fin, sur la façon dont l'auteur amenait la théorie qu'il voulait avancer. Il n'y avait aucun élément, en tout cas moi je l'ai pas ressenti comme ça du tout, qui nous laissait penser qu'on allait aller sur ce terrain-là. Alors je vous en dirai pas plus parce que je vais pas vous spoiler, mais j'ai vraiment eu du mal sur le coup. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle sort d'où cette théorie-là? Et puis finalement, après coup, je me suis dit, mais oui, après tout, pourquoi pas? C'est une théorie comme une autre. C'est juste que c'est voilà, c'est la façon dont ça a été amené avec laquelle j'ai vraiment eu du mal parce que moi je l'avais pas vu venir et j'ai eu l'impression que on posait ça comme ça d'un coup, ça arrivait comme un cheveu sur la soupe et ça m'a un petit peu perturbée quand même. Mais sinon, au-delà de ça, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé lire. Je vous le conseille vraiment fortement si vous aimez tout ce qui est aventure, recherche autour de mythes anciens, etc. Style Indiana Jones et compagnie. Vraiment, je vous le conseille, il est vraiment très agréable à lire. Après, c'est quand même une bonne brique, hein. Il fait 600 pages, mais il se lit très bien. Franchement, les 600 pages, elles passent très facilement. Alors ensuite, je vais vous parler d'Hortense de Jacques Expert qui est publié aux éditions Sonatine, avec lequel j'ai un arrière-goût de pas fini en fait, et ça me perturbe beaucoup. Alors pour l'anecdote, c'est un collègue qui m'a conseillé de lire ce livre. Euh, il était assez curieux de savoir ce que j'en pensais et il avait besoin d'en parler avec moi parce qu'il se posait beaucoup de questions sur le final. Donc je l'ai lu. Alors
dans ce livre-là, on va suivre Sophie Delalande, qui nous rapporte sa vision des choses quant à la disparition de sa fille. Donc, sa fille, qui s'appelle Hortense, a été enlevée à l'âge de 2 ans et demi par son père, alors que celui-ci les avait abandonnés quand Sophie était enceinte. Dès le départ, on va être mis dans le bain, puisque dès la première page, en fait, c'est le témoignage de l'enquêteur qui a enquêté, fait beaucoup d'enquêtes, sur la disparition de la petite Hortense, qui explique que voilà, il n'a pas réussi à la retrouver, il n'a jamais réussi à la retrouver, elle et son père. Alors après tout ça, Sophie, elle s'est lancée dans une vraie enquête de son côté. Elle est allée jusqu'à prendre des avocats, d'un détective privé. Elle est même allée jusqu'à faire une émission de télé. Donc voilà, c'est quand même une histoire qui a fait beaucoup de bruit. Et finalement, alors que Hortense devrait avoir 22 ans, Sophie va se cogner dans quelqu'un, laisser tomber son parapluie, et le quelqu'un en question, en lui rendant son parapluie, va lui parler, et Sophie est persuadée qu'il s'agit d'Hortense. Alors il y a des portraits qui ont été faits d'Hortense pour dire quel visage elle devrait avoir à tel ou tel âge, et à partir de ces portraits-là, Sophie s'est dit c'est Hortense, il n'y a pas de doute. Alors, de façon à ne pas non plus l'effrayer en arrivant et en lui disant coucou c'est moi que v'là, je suis ta mère, elle a décidé de mener un petit peu l'enquête plus ou moins discrètement, on va dire. Elle va découvrir qu'Hortense travaille dans un restaurant juste à côté de chez elle, et du coup elle va décider de manger tous les soirs dans ce restaurant, et de cette façon-là se rapprocher petit à petit d'Hortense. Alors elle finit par découvrir que elle s'appelle Emmanuelle, et tous les événements de la vie d'Emmanuelle Hortense qu'elle va mettre au jour vont clairement lui faire penser que cette fois-ci, il n'y a pas de doute, c'est bel et bien Hortense. Alors, dans tout ça, Sophie, elle est aidée par une amie qui s'appelle Isabelle, qui travaillait en fait dans la crèche dans laquelle Hortense était inscrite quand elle était enfant. Et Isabelle va essayer de la calmer un petit peu et de lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'elle y aille trop vite. Voilà, qu'il faut vraiment qu'elle y aille tout doucement, qu'elle lui annonce les choses petit à petit. Et donc Sophie va continuer, malgré sa certitude, à aller voir Sophie régulièrement, et une relation va se tisser entre elles progressivement. Et l'objet de ce livre, en fait, c'est de réussir à faire un petit peu la part des choses. Alors pour ma part, j'ai mis longtemps à me poser la question, mais c'est qui en fait Emmanuelle? C'est vraiment Hortense ou c'est pas Hortense? Et finalement, c'est vraiment vers la fin qu'on a la réponse. En tout cas, moi, je l'ai pas vu venir avant. Je pense qu'après, il y a peut-être des gens qui ont deviné, mais moi, j'arrivais pas à me décider par rapport à ça. Alors, on devine dès le départ qu'il va se passer des événements dramatiques à la fin du livre, mais on ne sait pas lesquels. Et ça aussi, c'est le gros point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, à la fin du livre, la réponse, ou en tout cas une partie de la réponse à l'énigme, nous est donnée d'un coup, comme ça, sans prévenir. Ça tombe comme une bombe, on n'y comprend rien du tout, et surtout, on ferme le livre en se posant plein de questions. Moi, personnellement, il y a beaucoup de questions qui me sont restées comme ça en suspens, auxquelles j'ai aucune réponse, et du coup, ça me perturbe beaucoup. Alors, le collègue qui m'avait demandé de lire ce livre-là, je l'ai contacté par message parce que j'ai fini le livre samedi. J'avais pas envie de l'embêter un samedi, mais j'étais tellement sous le choc de ce que j'avais lu, je me posais tellement de questions que j'avais besoin d'en parler en fait. Il fallait que j'en parle, sauf que finalement on n'a pas pu s'aider l'un l'autre puisqu'on se posait les mêmes questions de toute façon.
Donc j'ai essayé de fouiller un petit peu sur internet, voir les différents avis, je n'ai rien trouvé, donc je suis frustrée. Voilà, c'est un livre vraiment dans lequel on est totalement happé, hein. C'est un vrai page turner. Pour moi ça a été une claque, mais une claque frustrante en fait, parce que j'ai pas la réponse à ces questions. Donc je pense que je vais. Jacques Expert est au salon du livre de Saint-Maur-en-Poche. Je vais peut-être essayer d'aller l'embêter pour avoir peut-être un semblant de réponse, je ne sais pas. On va voir si j'arrive à le voir. On verra bien. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez lu le livre, à venir sur le blog, parce que j'ai fait une partie spoiler du coup sur le blog, et à échanger en commentaire. Je serais heureuse d'entendre vos théories. Alors on a déjà échangé quelques théories avec mon collègue sur le blog en commentaire justement. Il y en a une autre qui m'est venue hier, mais voilà, je pense qu'on peut faire plein de théories, mais je sais pas si on aura la réponse un jour. Alors, le livre suivant dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de La Petite Fadette de George Sand, que pour ma part j'ai dans une édition assez ancienne puisqu'elle date de 1967. Donc qui dit vieux livre dit odeur de vieux livre, et ayant des gros problèmes d'allergie, il était temps qu'il se termine, et heureusement qu'il a fait que 240 pages parce que je commençais un petit peu à avoir beaucoup mal à la gorge. Mais ceci est un détail, on s'en fiche un petit peu. Alors, dans La Petite Fadette, on va voir grandir très rapidement deux jumeaux, Sylvinet et Landry, pour lesquels les parents, et en particulier la mère, sont très inquiets, puisque on n'arrête pas de leur rabâcher qu'il faut faire attention, parce que comme c'est des jumeaux, il faut s'assurer qu'ils vont pas trop s'attacher l'un à l'autre. On les met aussi en garde parce qu'il y a toujours un risque que l'un des deux meure. Alors on va par comment pas par jalousie, mais au dépend de l'autre en fait. Et ça va être le cas notamment de Sylvinet qui ne supporte pas de voir son frère se détacher, que ce soit pour une raison ou pour une autre. Et dans tout ça, Landry va faire la connaissance de Fadette, qui est une enfant rejetée en fait par le village, de même que sa mère l'a été. Elle est considérée comme une sorcière, comme quelqu'un qui trafique un petit peu avec le diable. Donc forcément, à l'époque, c'était pas très bien vu. On ajoute à cela le fait qu'elle n'est pas très soignée, les gens la voient un petit peu comme un garçon manqué. Et elle va décider de mettre un petit peu des bâtons dans les roues à Landry, de le taquiner bien comme il faut, mais de façon assez visible en fait par rapport au reste du village. Et ça, Landry va mal le vivre. Mais petit à petit, il va finir par s'attacher à elle progressivement et se rendre compte que tout ce qu'on dit d'elle, c'est pas forcément la réalité. Donc c'est une histoire d'amour hein, qu'on a là, pas que ça aussi, il y a un petit peu tout ce qui est jalousie liée au frère de Landry, donc Sylvinet. Alors personnellement j'ai eu beaucoup de mal par rapport à ça parce que il était fatigant ce personnage. On avait envie de lui mettre des claques en fait, de lui dire écoute c'est tout quoi, ton frère il a le droit de vivre sa vie, maintenant vis la tienne aussi de ton côté et puis voilà quoi. Donc c'est vrai que de ce côté-là, j'ai eu un petit peu de mal. Alors c'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire parce que je l'ai tiré au sort dans la book-jar du mois. Et j'étais très contente parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de classique. Et ça fait du bien de lire un classique un petit peu de temps en temps. Après, j'ai eu du mal à me mettre dans l'histoire, alors pas à cause du style en tant que tel, mais plus parce que forcément, hein, l'auteur il utilise le parler de l'époque, qui n'est pas le parler d'aujourd'hui, et il faut le temps de s'y habituer. Bon, passer quelques pages, ça va, on finit par très bien s'y faire, il n'y a pas de souci. C'est vraiment voilà, les premières pages qui ont été un petit peu compliquées. En tout cas, alors j'ai pas grand chose à dire sur ce livre,
À part que, voilà, c'est une belle petite histoire d'amour. C'est... Alors mignon, c'est pas le terme pour le qualifier, je dirais plutôt tendre. Ouais, c'est ça, c'est tendre, je trouve. Même par rapport, que ce soit entre l'histoire entre Landry et Fadette, mais aussi par rapport à Sylvinet, en fait, qui finalement va ouvrir un petit peu les yeux sur la situation et se rendre compte que il exagère un petit peu dans sa relation avec son frère, mais c'est pas forcément évident de passer à autre chose et c'est ça qui est intéressant de voir aussi. Et puis il y a aussi tous les clichés de l'époque, hein, que ce soit sur les clichés, sur les sorcières, le diable, tout ça. Ça c'est intéressant aussi à voir. Et puis tout ce qui va être par rapport au rejet en fait de Fadette, par rapport à ses origines finalement, parce que elle n'est pas acceptée par le village parce que sa mère n'était pas de bonne fréquentation. Ce qui n'est pas forcément juste parce que Fadette elle n'y peut rien, hein, c'est pas elle qui a choisi ses parents, et elle n'est pas forcément comme sa mère, mais voilà. Donc c'est. J'ai trouvé que c'était touchant comme histoire. Voilà. Après, j'ai pas grand chose à en dire de plus parce que c'est pas non plus mon style de prédilection, même si j'aime bien y revenir de temps en temps. Mais voilà, une bonne petite pause. Et enfin, je vais vous parler de la bande dessinée Nin, donc c'est le deuxième tome, Les Grands Lointains. Alors je vais pas trop insister dessus parce que je veux pas vous spoiler. On va reprendre un petit peu l'histoire du tome 1. Donc Nin, c'est une enfant qui a été retrouvée quand elle était bébé dans le métro. Et donc elle va être élevée par deux hommes qui eux-mêmes travaillent dans le métro. Donc c'est vraiment son quotidien, hein. Toutes les rames du métro, les méandres, tout ce qu'il peut cacher. Et elle va décider de partir à la recherche de ses origines et pour savoir un petit peu d'où elle vient et comment on en est arrivé à l'abandonner dans un couffin comme ça dans le métro. Donc dans le deuxième tome, on la retrouve là où on l'avait laissé à la fin du tome 2 avec le tigre, donc qui s'appelle le tigre de papier. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce tome, encore plus que le premier, parce que voilà, l'univers commence un petit peu à se préciser. Les graphismes sont toujours aussi beaux, il y a des couleurs qui sont juste magnifiques. Les personnages qu'on croise alors pour une partie sont les mêmes que dans le premier tome, hein, qui étaient des personnages un petit peu surprenants et qui restent mystérieux dans ce deuxième tome, même si on a une partie de réponse, mais on est loin d'avoir tout. J'ai adoré le tigre de papier parce que c'est un gros matou qui me fait un peu penser à mon moustique, hein, c'est le chat de gauche sur la bannière du blog. Et dans sa façon de parler, il est loin en fait de l'image qu'on voudrait prêter au félin par rapport à son intelligence. Et du coup, c'est vrai que si j'imagine un petit peu moustique parler, parce que oui, je suis bizarre, hein, des fois j'imagine comment mes animaux parleraient s'ils parlaient. Et quand j'ai lu le premier tome et que je voyais comment parlait le tigre, je me disais, mais ah non, mais c'est trop moustique quoi, s'il pouvait parler, ça serait exactement ça. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce personnage entre guillemets, parce que c'est un animal, mais très attachant, très drôle. Alors, sur la fin du premier tome, j'ai plus souvenir, je suis pas sûre à 100%, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'était écrit à suivre ou quelque chose comme ça. Là, sur la planche finale, il n'y a rien de particulier d'écrit, mais quand même, on nous laisse avec quelque chose qui nous laisse penser qu'il pourrait y avoir une suite. Alors, j'espère vraiment qu'il y en aura une, parce que je pense que l'univers on est encore loin de tout savoir sur cet univers-là, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et j'ai vraiment hâte de découvrir une suite si effectivement il y en a une. Donc c'est tout pour mes lectures, je pense que j'ai fait le point sur tout, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller sur le blog hein, pour regarder un petit peu les chroniques écrites, je vous mettrai les liens de toute façon. Là il n'y a que la chronique de la petite Fadette qui n'a pas encore été faite puisque je l'ai terminée ce matin.
Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, à me faire des remarques, hein, que ce soit sur ma façon de parler, hein. Après, je me doute qu'il va y avoir beaucoup de blanc dans un premier temps, c'est le temps de s'y habituer aussi. Si vous trouvez aussi que éventuellement les vidéos sont trop longues, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais voir pour faire, je sais pas moi, un podcast pour 2 livres et pas pour 4 livres éventuellement. Enfin, je peux m'adapter. N'hésitez pas à, voilà, à me dire ce que vous en pensez et puis je vous dis à bientôt.